Une semaine d'actualités sociopolitiques qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour. Bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié sur ce plateau Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Il sera face à Marcel Huito, directeur de publication du site d'information 24 heures au Bénin. Avec eux, nous essaierons de commenter la participation du Bénin au sommet Afrique-USA. Nous parlerons un peu de la pré-campagne qui se fait montre de part et d'autre au niveau des formations politiques en lice pour les élections législatives de 2023. Nous parlerons également plus ou moins de l'activisme politique de Candide Armand-Marie Azanaï. Nous parlerons en fin d'émission, si le temps nous le permet, de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec la finale qui oppose la France à l'Argentine. Nous parlerons également, notamment en ce qui concerne la qualité sportive, des prestations des équipes africaines. Voilà de quoi nous allons parler ce samedi, chers amis internautes, avant de retrouver les débatteurs pour le décryptage. Je vous invite à suivre ce spot publicitaire de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, un spot publicitaire qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Papa, notamment à Papa et Guédiomédé, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Guédiomédé, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Jacques Bocor, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers internautes. Merci de répondre toujours à l'appel. Merci également à Marcel Huito pour le sacrifice pour être là ce matin. Bonjour à toi Kader, bonjour à tous nos internautes qui nous suivent. Alors, Jacques Bocor, le Bénin a pris part au sommet Afrique-USA. Le président Patrice Talon y était. Il a rencontré ses homologues de la sous-région et également bien d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de la participation du Bénin à ce sommet-là? Bon, ce que je peux retenir, c'est qu'à l'instar de Patrice Talon, il y a plusieurs autres chefs d'État africains. Je pense qu'ils sont une cinquantaine, si tout calcul fait, à y participer. Et là-bas, on a discuté développement, on a discuté démocratie, on a discuté de la bonne gouvernance. Et à l'arrivée, le Bénin, le Niger, comme d'autres pays, ont signé des accords d'investissement qui profiteront aux populations de chacun de ces pays. Et si je prends le cas du Bénin et du Niger, le compact régional va s'intéresser au transport, à l'agriculture et puis je pense à l'eau, notamment l'irrigation. Et voilà, donc en quelques secondes, c'est ce que je peux dire sur le sujet. Voilà. Sur le sujet. Ouais. Alors, sur la même question, Marcel Huito, qu'est-ce qu'on peut retenir de la participation du Bénin?
Je dirais que ce sommet, c'est comme on le fait, c'est le sommet, un continent africain face à un pays. C'est ce que moi, je commence toujours par dire, parce que c'est pratiquement tous les chefs d'État de l'Afrique qui étaient là-bas. En Afrique, à la date d'aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir 56 pays. Et je crois, le nombre de chefs d'État qui sont là-bas, ça doit être, je crois, en tout cas, 49 ou 40 ou De 59, toute de toutes les façon, façons. les pays qui ont été objets de putsch, Voilà, quelques pays comme excepté le le Tchad. Soudan, le Tchad, excepté je le crois. Tchad. Le Tchad y était, oui. Donc, de toutes les manières, pratiquement la grande majorité des chefs d'État africains étaient présents à ce sommet. Donc, c'est un sommet, un continent, le continent noir face à l'Amérique. Et ce que je retiens beaucoup plus, c'est ce qui se passe chez nous au Bénin. Qu'est-ce que nous sommes allés faire à ce sommet? Ce sommet nous a permis de signer, je crois, pour la 3e fois un compact, mais la particularité ici, c'est un compact régional. Ça va se partager, ça va faire profiter non seulement au Bénin, mais en même temps à son voisin du Nord, le Niger. Et comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, ça prend en compte 3 grandes parties, l'agriculture, le transport et le secteur hydraulique. Mais la particularité ici, c'est que la grande part de ce compact tient compte du transport pour faciliter la fluidité des marchandises, des biens et services, des biens surtout entre le Bénin et le Niger. Et la zone, particulièrement la zone qui sera réhabilitée beaucoup plus, c'est la zone Cotonou-Dassa, qui prend une bonne partie de ce projet-là. Donc, ça fait profiter. C'est vrai qu'il y a une autre pan de ce projet qui va faire bénéficier aussi de l'autre côté au niveau du Niger, mais je crois que de façon globale, c'est ce que nous pouvons retenir. C'est ce qu'on peut retenir. Mais ça a permis également au chef de l'État béninois de pouvoir présenter à peu près les valeurs économiques, aussi l'ambition du développement et surtout l'envie et l'attraction de voir les investisseurs américains venir au Bénin. Il est allé aussi faire un peu cette démarche-là et je crois que c'est à l'actif du Bénin. Alors, en dehors de la signature de ce compact-là, quelle autre retombée pour le Bénin, Jacques Bokor? Bon, quand vous y allez, forcément, c'est généralement pour ces chefs d'État de présenter un peu leur vision, ce qu'ils font en matière de bonne gouvernance, en matière de développement. Oui, comme vous le dites, au niveau du secteur privé, il y a des rencontres, comme on le dit, B2B, où on échange avec d'autres, où on peut décrocher même des partenariats. Mais il faut quand même préciser que ce sommet, c'est comme le fait également le Japon à travers la TICAD, hein, sommet Japon, disons Afrique, et puis au niveau de l'Europe également, il y a de ces sommets, Chine, Afrique, etc. Donc, chaque grande puissance s'intéresse à l'Afrique, marque son territoire parce que l'Afrique, c'est le continent de demain, c'est le continent de l'avenir, comme on le dit. Donc, aucune grande puissance ne veut laisser de côté cette opportunité-là que constitue pour elle le continent africain. Donc, on s'y met à travers différents investissements, on charme les pays africains, on charme les chefs d'État. Et le problème fondamental de l'Afrique, ou les problèmes de l'Afrique, on les met sur tapis. On a parlé également de l'insécurité qui sévit sur le continent. Donc, oui, je pense que ces financements vont à coup sûr profiter aux populations de ces pays-là. Que veut le peuple? Moi, je pense que partout où il y a développement, partout où on peut promouvoir la bonne gouvernance à travers ces financements, je pense que c'est profitable pour les populations de ces pays. Moi, j'y adhère totalement. Ouais. Dites-nous, Marcel Aprito, quel est le gain politique selon vous pour le Bénin? Le gain politique... Parce que certains espéraient que les États-Unis allaient sermonner le président Patrice Talon. Regarde, c'était fait du passé. Non, vous savez, on avait déjà
un palmarès politique qui intéressait et qui refaisait un peu l'image du Bénin à partir au lendemain de la démocratie. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement du chef de l'État, Patrice Talon, il y a eu quelques perturbations. Et ces perturbations n'étaient pas quelque chose qui intéressait vraiment parce que ça nous faisait un peu reculer. Mais avouons qu'il y a eu des efforts, il y a eu également beaucoup de corrections, même si jusque-là, on entend encore beaucoup mieux, surtout les échéances électorales qui viendront confirmer qu'à un moment donné, l'ordre est revenu. On a essayé de restructurer et de redonner au Bénin son image politique qu'on lui connaissait. Maintenant, quand le chef de l'État va à un sommet comme ça, je ne pense pas qu'il y va forcément parce qu'il a envie d'aller défendre un passé qui n'était pas intéressant. Du moment où déjà on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être corrigé, il y va pour présenter ce qu'il y a de positif chez nous. Maintenant, forcément, quand on va aborder ce pan un peu noir de la politique béninoise qu'on a vécu par le passé, il n'a que le choix de rassurer que c'était peut-être des maladresses, parce que vous ne pouvez pas y aller à un sommet comme ça et quand on aborde le sujet, dit que vous ne voulez pas en parler. Non, vous allez aborder, mais avec un peu de diplomatie pour montrer qu'à la date d'aujourd'hui, cette situation, c'est déjà derrière nous et que c'était une expérience un peu douloureuse, mais qu'on a essayé de corriger. Et vous passez rapidement dessus et vous présentez ce qui est positif dans le pays. Et la belle preuve, quand il est allé, il a montré quand même toute la valeur économique que le Bénin est en train de développer actuellement, notamment la GIZ. Enfin, les points clés, la GDIZ, pardon, les points clés aujourd'hui qui montrent que le Bénin est en train de faire des efforts de développement. C'est ça, il est allé mettre devant. Et forcément, vous ne verrez nulle part sur les médias où on vous dira qu'on lui a fait des reproches par rapport à ça. Il est vrai que chacun sait que ce n'était pas quelque chose d'intéressant pour le Bénin, mais aujourd'hui, ce qu'on met devant pour afficher l'image que le Bénin revend aujourd'hui, ce sont ses efforts sur le plan économique. Ce sont ses efforts sur le plan économique et parlant d'efforts sur le plan économique, le FMI qui a félicité le président Patrice Talon. Oui, mais par rapport à cette félicitation, oui, ce qui est normal, puisque nous avons quand même obtenu beaucoup de points positifs sur ce volet-là, le volet économique, notamment les annotations, les notations et autres que nous avons connues à travers plusieurs institutions internationales. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que le FMI félicite le Bénin. Donc, je pense que c'est à l'actif du gouvernement, de Patrice Talon, de son argentier national, du chef de l'État lui-même d'abord. Parce qu'il y a cru, malgré les critiques, on s'endette trop, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas de transparence autour de certains projets. On entend ça, on apprend ça dans l'opinion. Mais malgré ça, ces institutions internationales lui donnent de bons points. Donc, je pense que c'est à son actif. Et ça vient, pourquoi pas, démentir ce que les gens pensent dans l'opinion. Maintenant, par rapport au gain politique, moi, je pense que c'est déjà bien que le Bénin ait pu obtenir ce troisième accord, ce troisième financement du MCC ou du MCA. Parce que on se posait la question de savoir si après le gouvernement de Kérékou, si on allait maintenir cet accord qu'on a bénéficié de la part de l'administration, disons, américaine. Nous l'avons obtenu sous le président Yahi Boni et avec la gouvernance au sommet de l'État depuis 2016, on se demandait si les critères, puisqu'il faut
que vous respectez un certain nombre de critères avant qu'on ne vous soyez éligible. Voilà, donc d'où la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance, et puis ce qui tient à cœur du côté des États-Unis, c'est les valeurs ou les droits démocratiques. On se demandait si, sous Patrice Talon, on pourra obtenir un MCA 3. Donc, sur ce plan, je pense que oui, même si c'est sous-régional, le Bénin fait partie de cet accord. Deuxième gain, je pense l'année dernière, il y a... Ou cette année, je pense. Oui, cette année, après la présidentielle, il n'y a que les responsables de MCC sont venus au Bénin, fait des observations par rapport à la gouvernance politique ou à la promotion des valeurs démocratiques au président Patrice Talon, à l'arrestation de certains opposants, le dossier encore sur tapis. Et on se demandait si nous allons parvenir à obtenir ce compact-là, parce qu'en temps, n'oubliez pas, nous avons lu que ça a été même drastiquement réduit. Nous l'avons obtenu, donc je pense que sur ce plan, Patrice Talon a su jouer sur ces tableaux-là, même s'il reste des efforts à faire, Marcel l'a souligné, parce que tout n'est pas encore rose, notamment sur le plan de la démocratie, sur le plan de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption. Des pas sont faits, des efforts sont faits, mais il reste à poursuivre et surtout, pourquoi pas, à obtenir un autre MCC 4 ou MCA 4. Donc, voilà. MCD. alors, Marcel Coutu, je me retourne vers vous. Il y a une question qui tend les esprits et qui suscite des interrogations. La non-participation du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Ils n'ont pas été invités, les dirigeants de ces trois pays. Non, vous savez, aujourd'hui, quand on prend au niveau un certain nombre de pays, les perturbations sont devenues, je crois, récurrentes depuis un certain temps, particulièrement la Guinée. Et depuis un certain temps, le Mali, ça a repris. Et on a comme impression que dans ces pays, ils n'ont pas trop envie de tenir compte des rigueurs et des principes démocratiques qui doivent être la valeur même. C'est à croire qu'ils veulent définir à eux seuls leurs principes de fonctionnement. Et malgré ce que dit, par exemple, la CEDEAO, ce que disent les autres institutions sous-régionales, ils foncent droit dans leur but vers leur objectif sans tenir compte de ce que vous n'êtes pas, du fait qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans les autres pays qui sont aux alentours. Alors, du fait, s'ils ne sont pas... Cela veut dire qu'à un moment donné, leur image sur le plan démocratique a chuté et cela a fait qu'aujourd'hui, pour les États-Unis, parce que, comme Jacques le disait tout à l'heure, ils ont fait des évaluations dans chacun de ces pays pour voir à peu près quel est vraiment le niveau politique dans ce niveau. Et certainement, ils doivent avoir des notes, des appréciations qu'ils ont eues. Et quand ils arrivent à tirer certaines conclusions, forcément, ils trouvent que ces pays-là ne sont pas au niveau qu'il faut pour qu'ils soient conviés à cette table d'échange, de discussion. Parce qu'il faut être sur une certaine évolution de développement pour pouvoir jouir, pour que les gens puissent vous accompagner. Mais si déjà vous-même, on ne sent pas cet élan de développement en vous, forcément, parce qu'il faut toujours faire attention. Vous voyez, quand ils donnent ces financements, la rigueur avec laquelle ils suivent ce financement-là montre tout le sérieux qu'il y a derrière. Maintenant, si dans votre pays, ils pensent que vous avez déjà une certaine instabilité, s'ils pensent que vous-même, vous n'avez déjà pas un minimum, quand ils viendront investir
Ça peut être détruit par les conflits politiques. Il n'y aura pas un retour. Oui. Donc, forcément, c'est tout comme si ce qu'ils faisaient, ça n'apportait rien. Mais tenez-vous tranquille. Vous savez, quand une grande puissance vient investir chez vous, rassurez-vous qu'il ne vient pas forcément parce que ce sont vos beaux yeux, c'est pour plaire à vos beaux yeux. C'est dans un premier temps pour la stabilité, c'est pour le développement. Et ce développement, il y a toujours un feedback. Les grandes puissances ont toujours leur manière pour avoir le retour. Quand ils vont investir dans un pays, ils ont toujours leur façon d'avoir le retour. Mais quand ils sentent que cet investissement n'apportera rien, ce n'est pas sûr qu'ils viennent. Et c'est la conséquence de l'exclusion. C'est surtout pour que ça profite aux populations. Parce que ce qu'ils envoient comme investissement, eux, ils veulent avoir du concret. Or, pour qu'il y ait ce concret-là, il faut qu'il y ait, vous l'avez dit, stabilité, il faut qu'il y ait les valeurs démocratiques, parce que s'il n'y a pas, les valeurs démocratiques ne sont pas respectées, on ne peut pas parler de droits de l'homme. La société civile ne peut pas opérer tranquillement. Les médias ne peuvent pas exercer librement. Or, les États-Unis attachent du prix à ces indicateurs-là, à ces indicateurs. C'est l'ensemble de ces éléments qui constituent l'élan du développement. Exactement. Donc, quand il n'y a pas de démocratie d'abord, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de bonne gouvernance. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que ces trois critères qui vous amènent à être amis des États-Unis sont perturbés. Maintenant, l'autre chose, vous n'êtes pas sans le savoir. Le Mali se rapproche d'un autre partenaire, d'une autre puissance. La Russie. La Russie. Or, les États-Unis font quoi? Les États-Unis font tout pour marquer également leur présence sur le territoire, pour contrôler une partie de l'Afrique également. Donc, si le Mali a déjà choisi son camp, pourquoi associer encore le Mali qui se retourne peut-être du côté de l'adversaire? Parce qu'aujourd'hui, la Russie constitue comme un adversaire. Un adversaire des Occidentaux. Donc, moi, je pense qu'il va de soi. Hein. C'est normal que le Mali n'ait pas sa place au sommet États-Unis-Afrique, parce que tous les signaux sont, si je peux me le permettre, au rouge pour qu'il se retrouve du côté des États-Unis. Merci à vous, Jacques Bokor, pour ces analyses. Merci également à Marcel Retour par rapport à ces analyses-là. Nous n'allons pas perdre le temps sur cette participation, pour ne pas dire sur ce sommet Afrique-USA. Nous parlerons également du Bénin, qui traverse depuis quelques jours la pré-campagne, cette période-là qui est transitoire par rapport à la campagne électorale proprement dite. Marcel Retour, dites-nous quelle appréciation portez-vous globalement sur les différentes activités politiques qui sont menées au cours de cette période-là? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que chaque échéance électorale chez nous, c'est un ensemble de cartes qu'on essaie de rabattre et qu'il faut redistribuer. Donc, en dehors des statistiques, en dehors de tout ce que nous savons, il faut dire qu'il y a toujours chez nous l'idéologie qui tourne autour du fait que nous n'avons pas encore des partis qui sont véritablement enracinés. C'est maintenant que nous sommes en train d'aller vers ce que nous appelle les grands partis. Donc, il n'est pas sûr à 100% que ce soit que nous ayons des résultats qui enchaînent avec ce que nous avons. C'est tout comme si on remettait toutes les cartes dans un panier, on essaie de tout mélanger et on repart de zéro. C'est un truc comme ça. Tout peut basculer du jour au lendemain. La belle preuve, pour les mêmes échéances, il y a quelques années, nous avions eu que 2 partis. Aujourd'hui, nous en avons jusqu'à 7 et on se demande comment est-ce que ça va se faire. Et plus vous avez un grand nombre de partis, plus les voix sont émiettées. Du coup, on redistribue les cartes. Il y a des partis qui ont déjà fait l'expérience, il y en a qui n'ont jamais fait l'expérience. Donc, c'est tout un mosaïque que nous avons devant nous, où chacun vient pour redéfendre, pour délimiter son territoire et essayer de repartir de nouveau. Et rien ne montre que pour les prochaines, en dehors de ces échéances électorales, les prochaines échéances que nous aurons encore ces partis. Il y en aura qui vont disparaître, mais ça c'est clair. Ça, c'est clair. Il y en aura qui viendront
de nouveaux, il y en aura de nouveaux qui viendront s'ajouter. Ils vont Donc, se fondre. Voilà. Donc, vous voyez, donc, on est dans un milieu où jusque-là, on essaie d'évoluer. Notre démocratie essaie de faire ses petits pas à progresser, à essayer de grandir. Mais en matière des valeurs, en matière de grands partis politiques, nous sommes encore à l'école, à la recherche d'un modèle que nous n'avons pas encore trouvé. Et c'est à cet exercice que nous allons essayer de nous soumettre avec ces échéances électorales et on aura le résultat. De toutes les façons, on aura beaucoup de conclusions à tirer pour ces élections et on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Jacques Bokor, sur la même question. Qu'est-ce que vous notez en ces périodes-là de campagne? Pré-campagne, vous dites, mais moi je me demande si on n'est pas déjà en campagne parce que quand vous observez bien, je prends un exemple. Le débat sur la revalorisation des salaires. Vous avez vu que des acteurs politiques sont même allés sur le terrain en essayant de tirer le drap de leur côté, en faisant comprendre aux populations que c'est grâce à leur formation politique qu'il y a eu revalorisation. Et un autre acteur politique qui est monté au créneau qui a dit jamais niet, c'est plutôt nous qui avons fait que les travailleurs béninois ont vu leur salaire revalorisé. Le chef de l'État a embouché cette trompette et en tant qu'arbitre, lui a voulu être, disons, centriste. Au Parlement, il a encensé ses partis politiques soutiens. Il leur a fait carrément la campagne en disant que ces deux formations politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et puis le Bloc républicain, ont contribué à ce que les travailleurs ont vécu. Donc, vous pensez qu'ils vont s'en servir largement pour les campagnes? Oui, mais ça dépendra de l'option ou de l'écho que ce message recevra dans l'opinion. Si ça convainc, oui, les gens n'hésiteront pas à, effectivement, ou les travailleurs concernés n'hésiteront pas à voter pour ces deux formations politiques, même si c'est de façon voilée que le chef de l'État l'a dit, mais quand on décrypte bien, c'est une propagande, c'est une campagne déguisée qu'il a faite à ces deux formations politiques. L'autre chose, c'est on observe des démissions, ce que j'appelle souvent des transbordements d'un parti politique à un autre. Ça continue. Récemment, vous avez suivi. Le phénomène à la peau dure. Absolument, le phénomène à la peau dure. Oui. L'autre chose, c'est qu'on trouve toujours des alibis ou des prétextes pour aller au contact des populations. Soit c'est peut-être un tournoi ou bien une manifestation que ces individus organisent sur le terrain, mais on va l'assister. On en profite. On en profite, donc, pour faire passer le message. Donc, je pense que cette période, on la vit, en tout cas moi particulièrement, comme si on était déjà en campagne, oui, et au vu au su des institutions chargées de réguler. Voilà. Est-ce que vous partagez l'avis? Non, ça a été toujours ainsi, mais c'est de façon un peu voilée que ça se fait. Vous ne les verrez pas arborer, par exemple, être en caravane, par exemple. Un truc à l'effigie du parti pour aller, mais ils y vont en présentant leur image, sous-entend qu'ils viennent au nom de tel ou tel parti. Encore que, vous savez, ces élections, c'est des élections que j'appelle des élections un peu régionales, parce que ça se fait par circonscription. Donc, chacun essaie de rester sur son territoire pour montrer qu'il est là, il est présent, et que dans peu de temps, il aura besoin de vous. Donc, il faut qu'il soit à côté de vous. Alors, c'est à la population de faire la part des choses et aussi la distinction. Mais l'autre chose qui faisait débat et sur lequel moi je trouvais qu'il n'y avait pas de débat, c'est surtout sur cette question de revalorisation de salaire où tout de suite, chaque parti a voulu forcément montrer qu'ils ont été les premiers artisans qui ont joué un rôle. Moi, je dis, quand vous prenez la population béninoise, la première question que je me pose, quel est le taux de la population qui sont aujourd'hui dans la fonction publique et à qui profite cette frange, cet avantage de revalorisation des salaires. Donc, le débat, à un moment donné, on a voulu spéculer sur un truc vraiment pouf. Enfin,
c'était juste pour faire monter les actions du gouvernement et chacun, puisque c'est les deux partis qui soutiennent le régime, donc il faut montrer quand même qu'à côté du gouvernement, ils ont un rôle à jouer. Et ce rôle, loin d'être, dans un premier temps, des actions politiques de propagande, c'est d'abord pour montrer qu'ils sont actifs sur le terrain et que ce n'est pas seulement sur le plan politique qu'ils sont présents, mais ils sont présents également à l'écoute de la population à qui ils veulent apporter quelque chose. Apporter un message. Alors, Marcel Routot, avant de conclure sur cette thématique, lorsqu'on parle de pré-campagne, à quoi devrait-on s'attendre en réalité? Même la pré-campagne, je pense que c'est une invention. Sinon, normalement, la période qu'on connaît, c'est la période de campagne. Est-ce qu'il devait avoir de pré-campagne? Non, je pense que ça a été fait, ou ce mot a été, disons, conçu par forcing au regard des actions que des acteurs politiques et puis d'autres structures font cette période-là, parce que quand vous observez même au niveau des médias, la chose est perceptible, hein, les médias aussi s'y mettent même, et c'est pourquoi d'ailleurs la HAC est obligée de sortir pour rappeler à l'ordre et définir un champ pour les médias. Maintenant, à l'évaluation, est-ce que ça se respecte effectivement? Parce que vous voyez, quand la HAC intervient souvent, on parle de restrictions, les médias ne sont pas d'accord, on dit non, il faut nous laisser faire notre job, parce que cette période profite également à la presse, aux médias. La campagne ne dure que 2 semaines, alors que l'après-campagne peut s'étendre sur 8 mois. À partir du moment où on dit qu'il y a législative, on entre, ou bien qu'il y a élection, on entre dans l'année en question, l'année électorale, alors les actions commencent. Si ce n'est pas des matchs, des tournois de foot, c'est que c'est des messes d'action, ou bien c'est des jeunes qu'on veut assister. Ou un événement qu'on veut parrainer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les populations sont assez dupes pour se faire berner encore avec ces actions? Je dirais non. Surtout en me référant à la présidentielle de 2016. Oui, ça je pense que c'est un bon baromètre. Sauf cataclysme, quoi. Parce que si on analyse bien, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément l'argent qui détermine ou qui oriente le vote du citoyen. Non, on l'a entendu à travers des chansons ici. Ah, mais c'est elle qui mise plus, mais c'est telle personne qui est dans mon intérieur, dans mes idées, dans mon cœur, dans ma pensée. C'est telle personne que je porte. Et effectivement, dans les votes, ça c'est fait ressentir. Ça s'est fait ressentir. Donc, si le plus offrant ou le plus disant ou le distributeur automatique de la région s'y met et distribue ses sous, bon, on verra bien si il aura gain de cause ou pas. Mais je pense qu'à partir de l'élection de 2016, on peut déjà dire non, que ce n'est pas forcément l'argent qui détermine l'élection de X ou de Y. Ouais. Marcel Routot, un commentaire? Non, ce que dit Jacques est pertinent, mais il faut faire beaucoup attention. L'argent aura toujours son rôle à jouer, mais ça dépend de la façon dont il est utilisé. En fait, c'est ça le vrai problème. Si vous venez avec toute votre puissance financière à montrer que vous ne pouvez faire que l'argent et que vous n'y ajoutez pas un peu de stratégie pour y aller, vous allez beau dépenser, mais ça n'aboutira à rien. Il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui va vous dire qu'il est en train de faire des campagnes sans dépenser de l'argent. C'est clair. Maintenant, vous dépensez, c'est la façon dont c'est dépensé, c'est la manière dont c'est fait et la conduite que avec laquelle vous arrivez à convaincre et l'électorat que vous avez devant vous qui vous permet d'atteindre des conclusions.
Merci à vous, Marcel Huito, pour ces analyses. Merci une fois encore à Jacques Bokor pour ses analyses également. Chers amis, nous allons passer à présent au dernier sujet de débat de ce samedi matin, notamment la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce samedi, nous allons faire exception. Vous allez rester collés à l'actualité puisque les Béninois et les Béninoises ont été très attentifs à tout ce qui s'est passé du côté du Qatar. Et donc, demain dimanche, nous aurons une rencontre footballistique qui opposera la France à l'Argentine. Je vais commencer par Marcel Huito, qui est journaliste sportif également. Il a porté cette casquette également. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Coupe du Monde à mi-parcours? Non, on est pratiquement à la fin de la compétition et c'est la toute première fois de l'histoire il y aura eu un pays africain qui est resté jusqu'à pratiquement à la fin, tout au moins qui va continuer à se battre pour mériter ne serait-ce que la troisième place. Au Maroc. La troisième place du podium. Et vous voyez, c'est exceptionnel. Nous sommes en train de voir comment le football africain est en train de se développer à un rythme, je dirais, très lent, parce que nous sommes actuellement à la 22e édition de la Coupe du Monde. Et vous imaginez, on a attendu 22e édition pour qu'un pays africain puisse disputer la troisième place. C'est quand même inédit. La dernière marche du podium. C'est toujours à mettre à l'actif de l'Afrique. Il est vrai que pendant les différentes éditions, l'Afrique n'a pas été tout le temps ridicule. Il y a toujours eu un ou deux pays qui ont toujours montré quand même des qualités, qui ont toujours montré des performances qui donnent de la valeur au football africain. Mais pour une première fois, on finira peut-être un jour par atteindre le sommet. Mais pour le moment, c'est la troisième place qui est ce qui est beaucoup plus proche pour l'Afrique pour le moment. Alors, lorsqu'on regarde les deux pays en finale, Jacques Bokor, est-ce que c'était prévisible? La France, l'Argentine? Non, si on doit comparer les joueurs, parce que si je prends l'Argentine et je la compare à une nation comme l'Allemagne, comme l'Espagne, ce n'est pas évident que l'équipe argentine soit plus garnie que l'équipe espagnole, que l'équipe allemande. Mais bon, le sort en a décidé autrement. Et comme on le dit souvent au football, deux différents matchs ne se ressemblent point. Le Bénin peut battre le Maroc et le Maroc peut aller gagner une autre nation que le Bénin peut-être n'a pas pu battre ou bien que le Bénin a pu battre. Donc, ce n'est toujours pas mathématique, même si le football moderne, j'avoue, il y a quand même une once de concret dans le football moderne. La France, c'est quand même l'équipe championne en titre. C'est la France qui a remis en jeu son titre. Hein. Donc, qu'elle continue mais c'est la première fois de l'histoire qu'on va voir un champion en titre qui revient jusqu'en finale. Exactement. Parce qu'il y a même des nations comme le Brésil, comme l'Allemagne, qui se sont fait éliminer déjà au premier tour. Oui. Donc, la France, je pense, quand on voit un peu comment cette équipe a progressé et la façon dont ça joue collectif, même en l'absence de Karim Benzema que tout le monde attendait, vous voyez, les gens ont su jouer collectif. Et bon, je pense que elle le mérite, même si moi je n'attendais pas à ce stade ces deux équipes. Maintenant, par rapport au continent africain. Oui, justement, j'en viens par rapport à ça et j'allais me retourner vers Marcel Huito pour lui demander quel regard il porte sur les prestations qu'ont eu à effectuer les équipes africaines, notamment par rapport à cette Coupe du Monde-là. Non, les équipes africaines, de façon générale, à chaque édition, il y a toujours une exception.
soit vous avez une ou deux équipes qui se montrent très sérieux, mais cette fois-ci, on s'attendait beaucoup plus à l'équipe sénégalaise parce que c'est une équipe, quand vous voyez la façon dont ils ont évolué sur les 6 dernières années, c'était progressif, c'était structuré, avec des joueurs qui ont évolué et qui sont aujourd'hui à un très bon niveau. Mais vous savez, le football... Ils vous ont déçu? Non, ils n'ont pas déçu. Quand vous prenez chaque match, vous allez voir qu'il y avait du sérieux, il y avait une organisation, mais il y a eu 2 ou 3 éléments clés qui ont fait que ça a basculé. Quand vous prenez une équipe comme la sélection sénégalaise, qui malheureusement a son attaque qui tourne pratiquement autour d'un seul joueur. Et malheureusement, la veille, il est blessé. C'est le seul attaquant capable de faire une différence à lui seul. Sadio Mané. Et devant la défense adverse. Et quand il n'est pas là, on a vu les autres ont essayé de défendre. Ils ont marqué des buts. Mais quand vous voyez la différence avec la présence de Sadio Mané dans l'attaque sénégalaise et sans Sadio Mané, on constate forcément que c'était une équipe dont l'attaque dépendait en grande partie de ce joueur-là. Et malheureusement, son absence a su jouer surtout face à l'Angleterre, où on a vu une équipe qui a essayé de jouer, de porter le jeu vers l'avant pour combler cette insuffisance-là. Mais ça n'a pas répondu parce qu'ils ont été incapables de marquer. Parce que Sadio, quand vous le prenez, c'est pratiquement l'un des grands attaquants des temps modernes, est capable de défier n'importe quel défenseur. Mais aujourd'hui, vice-ballon d'or mondial. Voilà, donc vous voyez son absence dans une équipe comme la sélection sénégalaise, ça a forcément joué. Et puis, même quand vous prenez déjà les finales en Coupe d'Afrique, il a été toujours le sauveur, celui-là, qui a permis à l'équipe de décanter certaines situations. Malheureusement, son absence a joué le rôle. Du coup, tout le monde dira forcément que le Sénégal a déçu, mais quand on va voir les chiffres, on comprendra forcément que c'est une équipe qui a de très bonnes qualités, mais il leur a manqué quelque chose, malheureusement, avec la blessure de Sadio Mané. Alors, Jacques Bokor, quel est votre commentaire sur les prestations africaines à cette Coupe du Monde? Bon, d'abord, moi, je m'attendais à tout, sauf le Maroc disputer la 3e place. Mais je pense que le Maroc nous a tous séduits, surtout avec un coach d'abord qui est marocain. Donc, c'est un coach africain. C'est déjà la preuve que, en fait, quand on y met les moyens, c'est qu'on peut y arriver. Et moi, ça m'amène à dire aux équipes africaines que nous avons déjà suffisamment appris. La Coupe du Monde, ce n'est plus pour aller apprendre. Non, il faut déjà déclencher le marquois ou les buts déjà au premier match. Il faut attaquer. Il a parlé de l'attaque. Quand vous prenez le Cameroun, quand vous prenez le Sénégal, je pense qu'au premier match, il y a eu un peu d'hésitation et des erreurs, je dirais, de coaching. Sinon, vous voyez l'équipe du Cameroun qui s'est fait battre par la Suisse, et c'est un Camerounais qui a marqué contre le Cameroun, un Camerounais vivant en Suisse, jouant pour l'équipe suisse. Un Suisse d'origine camerounaise. Absolument. Voilà. Qui a marqué contre le Cameroun. Vous voyez que n'oubliez pas que ce Cameroun a battu le Brésil, le Grand Brésil. Exactement. C'est pour vous dire que le Cameroun, même si je dis que 2 matchs ne se ressemblent pas, le Cameroun pouvait déjà se passer de la Suisse au premier match et obtenir les 3 points et être à l'abri de tout calcul des si. Donc, comment vous pouvez avoir le meilleur buteur, par exemple, de la CAN passée, Aboubakar, Vincent, qui était sur les bancs, et on fait jouer Choupo-Moting seul, alors que la paire Choupo-Moting et Aboubakar, c'est vraiment une bonne paire qui marque. Or, Ribobertson fait asseoir Aboubakar, et ce n'est qu'à la 2e partie que il a ses raisons. Bon, il a ses raisons, oui. Mais le mec lui a démontré à 2 reprises, sur 2 matchs ou 3 matchs, qu'il y avait sa place
depuis le début. Tout à fait. Voilà, donc je pense qu'il y a des problèmes de coaching qu'il faut essayer de corriger parce que l'Afrique a fini, honnêtement, d'apprendre, surtout par rapport à cette prestation de l'équipe marocaine qui nous a montré que l'Afrique peut aller loin. Le Sénégal également pouvait, c'est la même chose, avec des coachs africains typiquement, comme le Marocain qui est aussi africain. Donc, je pense qu'il faut maintenant une question d'organisation, surtout que nous n'entendons plus les histoires de primes à la veille de match. Nous sommes plus à ce niveau. Toutes les équipes ont évolué. Exactement. Et les États ont pris leurs responsabilités, les gouvernements de ces pays-là ont pris leurs responsabilités et règlent ces détails-là avant la compétition proprement dite, contrairement au passé. Si vous observez bien, en fin de match, vous voyez la familiarité entre les joueurs des équipes, des deux équipes qui s'affrontent. C'est des gens qui se connaissent parce qu'ils se croisent pratiquement tous les jours, parce qu'ils jouent tous en Europe. En Europe, dans un même championnat. Exactement. Ils se croisent dans des compétitions. Donc, et ils se connaissent. Tout à fait. 11 sur le terrain, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus ridicule et les meilleurs marqueurs de buts en Europe, c'est toujours les Africains. Donc, je pense qu'il faut un peu d'organisation, un peu de sérieux. Je ne remets pas en cause la qualité des entraîneurs africains, des sélectionneurs africains, mais il faut un peu plus de travail à ce niveau-là, parce qu'un match également, c'est une question de lecture. Comment des sélectionneurs, en sortant X et en faisant rentrer Y, ce Y-là marque les 30 secondes qui suivent, ou bien la minute d'après. Donc, vous voyez, il y a ces gens de... On arrive à bien diagnostiquer. À bien lire le match. Donc, je pense qu'il y a ces petits problèmes qu'il faut essayer de revoir à notre niveau et sortir un peu la politique du football. De la constitution des équipes. Exactement. Il ne faudrait pas qu'on impose un sélectionneur, il ne faudrait pas qu'on impose des joueurs non plus aux sélectionneurs. Il ne faudrait pas qu'en tant que président d'une fédération ou bien ministre des sports d'un pays, qu'on influence la sélection. Donc, je pense que si on corrige tout ça et qu'on a les infrastructures qu'il faut, parce que l'Afrique fait des efforts. Déjà, il y a la construction des stades omnisports. Exactement. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Peut-être que d'ici 4 ans ou 8, la coupe sera africaine. La coupe du monde, bien sûr. Emportée par le Bénin. Alors, dernier tour de table, dites-nous, Marcel Roueto, par rapport à la finale, France ou Argentine, selon vous? France-Argentine, quand vous prenez ces deux équipes, vous allez voir comment ils sont arrivés à la finale. C'est des équipes qui sont parties tout doucement. Ils sont montés un peu comme un moteur diesel. En régime diesel. Ouais. Quand vous prenez la France, ton premier match, déjà difficilement, il a pu se débarrasser de l'Australie. Quand vous prenez de l'autre côté son adversaire de demain, lui également, il a commencé tout doucement et il a même perdu son premier match. L'Argentine a perdu son premier match. Vous imaginez? Et aujourd'hui, il est en finale. Cela veut dire quoi? Que c'est des équipes qui ont su contenir dans une ligne donnée de conduite avec une certaine rigueur. Et à chaque étape, ils essaient de corriger leurs erreurs et évoluent en même temps et en essayant de combler les vides et les insuffisances. Et avec un peu de chance, vous voyez, c'est des équipes qui n'ont pas eu trop de blessures, n'ont pas eu trop de joueurs clés qui ont été blessés. Je rêvais de voir le Maroc en finale si peut-être il n'avait pas perdu 2 ou 3 joueurs clés, surtout au niveau de la charnière arrière, qu'on aurait vu une autre phase de ce match-là contre la France. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, avec un peu de chance, où vous n'avez pas du tout de blessés, vous n'envoyez pas des joueurs à l'infirmerie, vous évoluez progressivement et au fur et à mesure, vous essayez de corriger et l'équipe monte en puissance pour en arriver là. Vous avez vu comment la France est venue à un moment donné à jouer contre l'Angleterre. Sur les pronostics, quand vous prenez la France et l'Angleterre, les pronostics vont à la faveur de l'Angleterre. Et pourtant, sur le terrain, c'était une autre réalité. Et quand vous prenez la France en jouant contre le Maroc, ils ont été stratégiques. À un moment donné, ils ont marqué très tôt. Ils ont laissé les Marocains jouer. Parce que pour eux, l'objectif, c'était de gagner le résultat final. Le résultat, ce n'était pas la possession de balle, ce n'était pas celui qui a gagné plus de balles. Il faut marquer. Donc, c'était une certaine stratégie qu'ils ont développée juste pour aller là. Et
Lionel Messi, avec toute son équipe également, ils ont fait pareil. À chaque étape, on a essayé de corriger les insuffisances, essayer de colmater les brèches et de continuer à progresser. Et c'est 2 équipes qui sont arrivées en finale. Qu'ils vous souviennent, l'édition de 2018, c'est la France qui avait barré la route à l'Argentine en demi-finale, dans un match fou. Ils ont fait 4-3. Il y avait eu assez de buts, avec un excellent Mbappé qui était à 100 à l'heure. Vraiment, c'était intéressant. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était une revanche entre l'Argentine et la France. La France a envie d'écrire autrement l'histoire, de montrer qu'on peut conserver son titre, ce qui n'a encore jamais été le cas en matière de Coupe du Monde. Et la France pouvait écrire cette histoire-là. Dans le même temps, il y a l'Argentine qui a envie de prendre sa revanche. Donc, c'est un match très intéressant qui va vraiment, je dirais, et surprendre beaucoup. Je n'oserais pas faire de pronostic par rapport à ça. Vous n'oserez pas faire de pronostic par rapport à cela. Jacques Bocor, vous oserez? Oh, oui, pourquoi pas. Moi, j'aime la France, mais je préfère que cette coupe aille en Argentine pour vraiment consacrer ou couronner les efforts de Lionel Messi qui a tout donné à cette équipe. Il est au four et au moulin, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est, comme on le dit en musique, c'est l'auteur, compositeur, arrangeur, manager, distributeur, tout de l'équipe. Donc, tout à la fois. Tout à la fois. Si le football, on devait rebaptiser le football, on aurait pu appeler le football Lionel Messi. Donc, vous êtes passionné je veux que Lionel Messi vraiment brandisse cette coupe parce qu'il a tout gagné, sauf la Coupe du Monde. Sauf la Coupe du Monde. Merci à vous, Jacques Bocor. J'espère que vos espérances seront demain. Merci à vous, Jacques Bocor. Merci également, une fois encore, merci Retour. Merci d'avoir cette invitation. Merci d'être venu échanger sur ces différentes thématiques qui ont fait l'actualité, notamment cette semaine. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec El Farouk Soumanou, qui est le 2e secrétaire général national adjoint du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCB.